Messieurs, bonjour. Bon, ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Oui, non, mais écoutez, non. Donc vous faites partie du comité d'accueil de M. Exactement. Juppé. Il va sans doute se pointer pour parler. Vous attendez quoi de cette visite? Bon, d'abord, c'est une visite, on va dire, dans le cadre de sa campagne des primaires. Vous savez que le 20 et le 27 novembre, il y a des primaires de la droite du centre. Et Alain Juppé, dans ce cadre, visite tout le territoire, les communes, le département, et aujourd'hui c'est la Dordogne. D'accord, il fait son tour de France. Alors, bon, vous connaissez l'objection, les élections en France, c'est comme les élections aux États-Unis, c'est tout le temps et tout le monde en a marre, et tout le monde s'en moque, mais pas vous. Sans mots que je ne suis pas d'accord, parce que comme vous voyez, les débats des primaires sont quand même relativement bien suivis par les Français. Quand même, on attend à peu près 3 millions d'électeurs pour ces primaires. Les élections seront un bon test, oui, c'est sûr. Voilà, et Enfin, donc, primaire. et donc tant mieux s'il y a des élections, c'est un exercice démocratique, on va dire. Vous allez vous proposer de recevoir tous les candidats ou bien... Ah ben moi c'est pas de la ville, la première adjointe de la ville. Ah oui, vous avez en tant compris. que militant. Je mène le comité Capagi, c'est le comité de soutien à Alain Juppé. Et donc c'est normal que je reçois Alain Juppé. Et vous savez si les autres vont faire le même tour de France? Ah ben alors il y avait déjà François Fillon ici même, il y a quelques mois. Ouais, c'est vrai. Il y avait Bruno Le Maire, mais qui n'est pas passé à Bergerac, mais qui était quand même périphérique dans la région. Et voilà, je ne sais pas le programme des autres candidats. D'accord. Bon, voilà, vous voulez ajouter un truc qui vous paraît très important? Très important pour dire que les Français, les bergerois doivent se mobiliser pour ces primaires, aller voter le 20 et 25 Tout le monde peut novembre. voter, hein, si tout, j'ai le bien monde, tout le monde peut voter. Il y a 3 conditions, être inscrit sur la liste électorale, payer 2 € et signer une charte des valeurs républicaines du centre et de la droite. Voilà. On signe avant de voter ou après? On signe avant de voter. Voilà. Et c'est 2 € pour payer les frais. Exactement. Bon, juste complètement autre chose. Vous avez fait passer une circulaire pour les pharmaciens. Oui. Est-ce que ça marche? Vous avez eu quelques résultats de cette pétition? Écoutez, on a commencé la semaine dernière. Donc il y a quand même une mobilisation parce que nous aurons probablement rapidement un rendez-vous à l'ARS pour parler de la situation. Vous êtes vraiment inquiet pour ça? Ah ben oui. Ça se voit, je veux dire, dans les boutiques que vous avez. Exactement. De toute façon, on n'a pas fait ça, c'est pas le hasard. On a fait ça en ce moment, on sait, vous savez, les pharmaciens reçoivent quand même pas mal de bergerois tous les jours. Donc en pratique, les gens viennent vous voir en disant désolé, j'ai pas pu faire renouveler mon ordonnance. J'ai pas de médecin, c'est même pas désolé, j'ai pas pu faire revenir, j'ai pas de médecin. Voilà, donc c'est la question que nous avons tous les jours aujourd'hui. Donc c'est une situation qui devient inquiétante. Qui est assez récente. C'est assez récent, surtout pour une ville de 30 000 habitants comme Bergerac. Ouais, bien sûr. Bon, je vous embête pas plus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, en attendant la star, notre deuxième invité, c'est Monsieur Thiraud, maire de Limbras. Salut, ça va? Ça va, merci, bonjour. Je suis content de vous voir parce que ça fait un petit moment que j'ai dans ma tête une lettre à mon cher maire. Ça n'a rien à voir avec le lieu où on est, mais on y reviendra tout à l'heure. Pour vous dire, écoutez, qu'est-ce que vous attendez pour vous présenter à la présidence de la CAB, dont les élections vont bientôt avoir lieu. Mais il y en a il y a des gens beaucoup plus aptes que moi à s'occuper de la présidence de la CAB. Vraiment, c'est une idée qui ne m'a jamais traversé l'esprit. Bon, donc c'est pas la peine que je fasse ma belle lettre. Non, c'est pas la peine. Même pour une suggestion amicale. Tout à fait, même pour ça ne changera rien au problème. Bon, d'accord. Bon, merci. Alors nous, on est là donc au Café des Riches et des Sports ce samedi pour recevoir la star. Mais la star n'est pas là, les croissants sont là, mais pas elle. Ça va pas tarder. Et vous êtes là par curiosité, m'avez-vous dit?
Oui, tout à fait. Ben, Juppé, c'est pas n'importe qui quand même au niveau de... Enfin, vous connaissez sa tête, vous le voyez souvent. Je le vois souvent, je l'ai suivi, j'ai été sympathisant, je suis toujours sympathisant comme je le suis pour beaucoup d'autres. Donc vous allez aller voter à la primaire. Je vais voter à la primaire. À l'Imbra, il y a un bureau de... J'ai pas... Non, pas de bureau, allez moi. Je vois, M. Benfedoul nous a parlé un peu de l'organisation de cette primaire. D'accord, c'est pas n'importe qui, dites-vous, mais voilà, il faut parler des hommes quand on parle d'un président, d'un président putatif, d'un président qui se présente à la... Il n'est pas président pour l'instant, mais d'un candidat à la présidence. Qui a de grandes chances quand même. Et vous vous en félicitez, au fond. Je l'accepte. Je ne vais pas vous dire que je m'en félicite, vous connaissez mon point de vue, M. Clamès. Vous êtes prudent. Je suis assez marginal à la matière au niveau politique, je ne sais plus trop où je me situe, mais je sais que je suis quelqu'un de droite qui a des idées de gauche comme un peu. Mais bon. Oui. Très bien, alors on disait avec M. Benfedoul tout à l'heure que là, bon, c'était les militants, enfin les gens les sympathisants qui viennent ici. Mais tout de même, on les voit beaucoup. Cette campagne électorale, pour beaucoup d'entre nous, elle n'en finit plus de finir, elle n'en finit plus de commencer, elle n'en finit plus de bavarder. Ça vous embête pas, cette espèce d'omniprésence à l'américaine, des petites phrases et des petits mots Je ne peux pas dire que ça m'enthousiasme, mais je l'accepte. Hein. Ça fait partie de la vie politique en France, c'est comme ça. Et puis j'avoue que j'aime bien les écouter les uns les autres, même si des fois je me dis ils nous prennent pour des pantins. Est-ce que le fait que ce monsieur agit soit un repris de justice, ça vous embête ou pas? Alors écoutez, à ce niveau-là, il n'est pas le seul. Ah d'accord. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Et dans la hiérarchie des valeurs, il y a pire. Ah d'accord. Donc on est content parce qu'il y a un des moins pires. D'accord. Oui. Moi ça m'embête quand même, non? C'est un peu embêtant. Oui, mais il faut connaître le contexte de son accusation aussi. Bon, c'était son pote. Je pense qu'il a été le court-circuit, le fusible. D'accord. D'accord. En gros, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette élection avec non seulement les gens de la droite, c'est-à-dire votre camp, mais tous les autres Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que j'en pense? Je ne le sais pas trop et je ne me fais pas trop d'illusions. Vous connaissez mon point de vue à moi, ce serait qu'on commence par casser et partager en deux la haute finance et les banques, entre les banques d'affaires et les banques commerciales. Le mal débute là. Il débute là. Et à partir du moment où ça serait fait, beaucoup de choses pourraient changer. Mais ne nous faisons pas d'illusions. La haute finance et les multinationales sont tellement puissantes que ce n'est pas demain la veille. Mais ça viendra un jour. Si vous avez... Parce que ne nous faisons pas d'illusions, on va au crack irrémédiablement. Et si vous avez l'occasion, vous poserez cette question, enfin ce critère absolument qui vous paraît fondamental, à tous les candidats. Enfin, vous leur poserez la question. Je ne pense pas que je leur poserai. Je ne me sens pas capable d'aller au-devant. J'écouterai et ça s'arrêtera là. Entre deux croissants, si j'ai l'occasion, mais je ne suis pas téméraire à ce point-là. D'accord. Merci, je ne vous embête pas plus. Merci, M. Clamès. Allez, bonne santé à M. Juppé. Bonne santé. Bon appétit. Monsieur Juppé, bienvenue en Dordogne au nom de tous les membres de CAPAGI qui vous suivent depuis le début de votre candidature et qui espèrent bien vous suivre au-delà de mai 2017. Bienvenue à Bergerac, que vous avez choisi de traverser dans votre périple périgordin. Et merci pour le thème que vous avez choisi aujourd'hui, ruralité. Nous y sommes extrêmement sensibles, et tout particulièrement à Bergerac, chasse et ruralité.
Un certain nombre de représentants de la chasse sont présents, des amis chasseurs, les présidents de sociétés de chasse, des gens de la fédération départementale des chasseurs de la Dordogne. Encore une fois, bienvenue et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est d'abord pour moi un grand plaisir d'être à Bergerac, même sous la pluie. Je parlais avec ma femme à l'instant au téléphone qu'il est très triste de ne pas être ici, puisque vous savez qu'elle a des attaches familiales tout près d'ici, à Mouledier, où j'aime bien de temps en temps passer quelques jours de vacances dans les chaleurs de l'été bergeracois. Nous sommes évidemment tous tendus vers l'objectif du 20 novembre, je vais quand même en dire un mot, avant de parler de la ruralité et de la chasse. Ces primaires se déroulent comme je l'espérais, c'est-à-dire de façon tout à fait bien organisée. Le dernier débat a montré que nous avons des points de convergence, des points de divergence, mais que ceci se passe sans pugilat, contrairement à ce que certains espéraient. Cela démontre l'utilité, même la nécessité de ces primaires. Sauf qu'il faut se mobiliser. Et que nous avons un gros travail d'information à faire d'ici le 20 novembre. C'est pour ça que je compte sur mes comités de soutien, sur tous ceux qui se sont engagés depuis plusieurs mois pour soutenir ma candidature, avec quelques messages simples à faire passer, répétons-les sans cesse. On ne demandera pas la carte d'un parti politique pour aller voter, l'élection est ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines de la droite et du centre. Ensuite, il faudra trouver son bureau de vote. Il y a déjà beaucoup de questions qui viennent à l'esprit à ce sujet. Vous savez comment il faut faire. On va sur Internet quand on est connecté, sur primaire 2016.org, on tape son code postal, ensuite on tape son adresse et on vous donne le bureau de vote qui n'est pas forcément celui auquel vous êtes habitué d'aller voter. Il y a même maintenant un numéro de téléphone que je n'ai naturellement pas à l'esprit. Qu'est-ce qui peut me le donner? Où on peut s'informer aussi pour avoir des renseignements sur le bureau de vote. Et puis la presse fait aussi un gros travail d'information. Donc je compte sur vous pour mobiliser, puisque vous le savez bien, plus il y aura de votants et plus j'ai de chances de remporter le premier tour puis le deuxième tour de cette primaire. Donc mobilisation. Et puis mobilisation sur un projet. Et c'est de cela bien sûr que je suis venu parler avec vous. Vous connaissez quelles sont mes grandes priorités, je les résume souvent autour de 3 fois E. Le premier E, c'est un État fort. Je veux un État qui protège les Français, qui mène une lutte sans merci contre le terrorisme, qui aussi assure notre sécurité au quotidien, qui reprenne la maîtrise des flux migratoires, qui fasse respecter le principe de laïcité. Le deuxième E, c'est l'emploi. Il faut que nous retrouvions le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage compris entre 4 et 6%. D'autres pays y sont, et nous ne pouvons pas continuer à vivre avec un taux de chômage des jeunes de 24%. 50% dans certains endroits. Quand j'étais à Marseille, dans les quartiers nord, ou quand j'étais à Argenteuil, il y a quelques jours, j'étais sur des territoires où le chômage des jeunes atteint 50%, c'est évidemment insupportable. Et pour cela, il faut faire confiance à ceux qui créent les emplois, c'est-à-dire aux entreprises, aux agriculteurs, aux commerçants, aux artisans, aux toutes petites entreprises, aux PME. Il faut leur redonner de la visibilité, de façon qu'elles sachent où elles vont. Il faut alléger les charges qui pèsent sur elles. Il faut simplifier leur vie quotidienne. Le compte pénibilité, par exemple, est une absurdité. Il faudra trouver un autre système pour tenir compte de la pénibilité du travail. Et puis, il faut leur donner plus de responsabilité. C'est dans l'entreprise que doivent se négocier, par exemple, la durée du travail. Mon troisième E, c'est l'éducation. C'est la mère des réformes, comme je le dis souvent. Il faut d'abord qu'elle donne à chacun des enfants les mêmes chances de réussir sa vie. Et ça commence très tôt, dès la maternelle ou le CP. Il faut remettre là aussi de l'autonomie et de la liberté dans nos établissements scolaires. Il faut enfin orienter nos enfants lorsqu'ils commencent à penser à leur activité professionnelle pour qu'ils ne se fourvoient pas dans des impasses. Et de ce point de vue, il faut vraiment remettre à l'honneur l'apprentissage et l'alternance qui sont des moyens de donner toutes leurs chances à nos enfants. Voilà mes grandes directions, si vous voulez, mes grandes priorités. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur beaucoup d'autres sujets. Je veux aussi une France réconciliée. Je ne veux pas que le fossé continue à s'élargir entre les Français, qu'on continue à cliver ou à opposer les uns aux autres. D'abord, une France réconciliée dans ses territoires. Et j'en parlerai à nouveau tout à l'heure à Sarlat. Nous voyons aujourd'hui se creuser un fossé, il faut bien le dire, entre des métropoles qui sont en forme, qui sont dynamiques, qui sont en croissance. Bordeaux,
Bordeaux vient d'être classé par le plus grand magazine qui fait la promotion du tourisme à l'international comme la ville la plus tendance du monde. Voilà. Donc là, ça va bien. Ça fait un buzz sur les réseaux sociaux incroyable. Bon, on a des problèmes aussi, mais enfin, globalement, nos grandes métropoles, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, etc., sont en forme. Et puis de l'autre côté, nous avons des villes moyennes, dont certaines sont en grande difficulté, et une ruralité qui se sent souvent abandonnée, voire méprisée. Je suis allé très souvent sur ces territoires, pas uniquement dans les quartiers difficiles de nos villes, mais aussi dans le territoire rural. Et je ne veux pas subir cette espèce de fracture entre les métropoles et la ruralité. Parce que la ruralité, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre territoire, ce sont nos paysages, bien sûr, et les Français y sont profondément attachés. Alors que faire ? J'ai essayé de travailler sur ces questions en allant notamment à la rencontre des élus locaux parce que je me suis beaucoup appuyé sur les maires. Je dis souvent que les maires des petites communes constituent le plus grand réseau de travailleurs sociaux bénévoles que nous ayons en France. Il faut les soutenir et les respecter parce qu'ils sont toujours en première ligne chaque fois qu'il se passe quelque chose dans leur commune. Donc j'ai beaucoup discuté avec eux, beaucoup travaillé, j'ai dessiné quelques grands axes d'une politique de rééquilibrage des territoires et de remise en forme, si je puis dire, de la ruralité. Premier objectif, c'est comme le téléphone dans les années 70, il faut que l'ensemble du territoire soit couvert en téléphonie mobile et en Internet. Aucune entreprise n'ira s'installer dans un village, aucun médecin n'ira s'installer dans un village, aucun couple n'ira s'installer dans un village, aucune famille, s'il n'est pas connecté. Il faut accélérer les choses et les opérateurs traînent des pieds dans la zone grise. Donc je propose un fonds numérique alimenté en partie par les opérateurs pour qu'on puisse accélérer cette couverture. La deuxième priorité, c'est le maintien de services publics locaux sous des formes nouvelles. Chaque service public n'aura pas son local, son immeuble, mais on peut les regrouper autour du bureau de poste, autour du café, autour du bureauiste. Il faut que ce service reste à proximité de nos concitoyens. Troisième grand problème, c'est les médecins. La désertification médicale, qui ne touche pas que l'espace rural, qui touche aussi parfois certains quartiers de ville. Il faut bien prendre en considération ce qui se passe chez les jeunes médecins. On en forme beaucoup, on en forme bien. Mais la majorité d'entre eux ne s'installent pas lorsqu'ils ont terminé leurs études. Parce qu'aujourd'hui, s'installer pour travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine, tout seul dans un cabinet, ça ne marche plus et on peut le comprendre. On peut le comprendre, d'autant, et ce n'est pas péjoratif, je m'empresse bien de le dire, qu'une grande partie de ces jeunes médecins, la majorité de ces jeunes médecins sont des femmes qui ont des contraintes familiales qui ne leur permettent pas, effectivement, de s'installer comme ça. La solution, ou l'une des solutions, c'est pas de contraindre les médecins à aller là où ils ne veulent pas aller, c'est de les attirer, bien sûr, et de les attirer par des modes collectifs d'exercice de la médecine. Il faut qu'ils puissent se regrouper, il faut un maillage de maisons de santé où il y ait 1, 2, 3 médecins, une infirmière libérale, un kiné, etc. Ça existe et ça marche, et les collectivités doivent sans doute participer à ce mouvement, beaucoup de départements le font, je crois que c'est un mouvement qu'il faut accélérer. Le quatrième point pour la ruralité, c'est l'agriculture. Même s'il y a moins de paysans, même si, j'y reviendrai peut-être après, notre agriculture est en grande souffrance, c'est l'activité agricole qui est le soutien de beaucoup de ces territoires. Et donc, il faut mettre un terme au déclin de notre agriculture. Parce que là, nous sommes devant une situation qui est aussi inacceptable. La France a été la première puissance agricole d'Europe il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on s'est fait passer devant par les Allemands, on s'est fait passer devant par les Néerlandais, et on est en train de régresser. Il y a des filières qui sont en très grande souffrance, comme les filières animales, bien sûr, ou la filière du lait. Alors, je ne vais pas décliner toutes les propositions pour l'agriculture, parce que je ne veux pas être trop long, mais là aussi, on voit un peu ce qu'il faut faire. D'abord, alléger les charges. Il a fallu que les paysans descendent dans la rue pour que le gouvernement commence à bouger. Il y a encore des progrès à faire. Arrêter l'inflation des normes qui asphyxie nos paysans et qui ne sont pas toujours des normes venues de Bruxelles, qui arrivent parfois de notre propre administration, donc pas de normes françaises qui aggravent les normes européennes. J'ai parlé du compte pénibilité qui touche aussi beaucoup d'agriculteurs. On m'expliquait que dans un autre domaine, pour faire une centrale de méthanisation dans une exploitation agricole en France, ça peut être utile pour un paysan que de produire de l'énergie, il faut 3 à 5 ans. En Allemagne, il faut 6 mois. Donc c'est pas l'Europe, parce que l'Europe est la même en Allemagne et en France. Et donc c'est notre administration qui bloque tout ça. Il va falloir faire un fantastique travail de simplification. Il faut ensuite que
nos paysans s'organisent davantage, que les filières se structurent pour pouvoir peser plus fort face à la grande distribution. Il y a là un rapport de force à rétablir. Je voudrais ensuite souligner que l'agriculture, c'est pas l'agriculture de papa. C'est un secteur innovant, c'est un secteur qui se modernise, qui a besoin d'investir, qui est très branché sur l'utilisation de toutes les techniques modernes, et même des drones parfois. Et donc, il faut aider nos paysans à investir et à s'installer. Et puis enfin, il y a la relation de l'agriculture avec l'Europe. Heureusement qu'il y a l'Europe. Et je n'arrive pas très bien à comprendre comment un certain nombre de nos paysans se laissent tenter par le vote Front National qui veut casser l'Europe, alors que s'il n'y avait pas eu l'Europe depuis 1958, c'est le général de Gaulle qui l'a voulu, et les politiques agricoles communes successives, eh bien, notre agriculture aurait sans doute beaucoup plus souffert qu'elle n'a souffert. Voilà un peu les idées que je défends sur la ruralité qui doit retrouver sa place et se réconcilier, si je puis dire, avec les métropoles. J'ajoute une dernière chose, ce qui est aussi parfois absurde d'opposer métropole et ruralité. Le fait d'avoir une grande métropole dynamique, ça profite à tout le monde. Je prendrai un seul exemple qui est le tourisme. L'attractivité touristique de Bordeaux se répand sur l'ensemble du territoire girondin, et même au-delà. Maintenant, on commence à travailler avec le cognac, on commence à travailler avec, évidemment, le Pécharmant, le Mont-Bazillac, qu'on peut boire dans la Cité du Vin de Bordeaux. Le signal... Cette cité du vin est ouverte à tous les vignobles d'Aquitaine et même à tous les vignobles de France. Donc vous voyez que le rayonnement d'une capitale peut aussi ensuite irriguer l'ensemble du territoire, en particulier sur cette fonction touristique. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, sans doute, mais je voulais vous dire un peu comment je voyais cette relation et cette France réconciliée entre ces territoires, réconciliée aussi avec sa diversité humaine. Vous connaissez ma vision de la France. La France est diverse, on n'est pas tous pareils. Pas les mêmes origines, pas les mêmes couleurs de peau. Et c'est une richesse et c'est une force qu'il faut respecter, à une condition, c'est qu'on ait des choses en commun. Parce que si chacun est de son côté ou enfermé dans sa communauté, ça ne fait pas un pays. Et ce quelque chose en commun, c'est notre histoire, c'est notre culture, si présente ici sur ce territoire, avec l'ensemble de ces magnifiques sites que je connais. Je vais Bergerac d'abord, vieux Bergerac, tout à l'heure Sarlat, et ainsi de suite. Donc, la Dordogne est un magnifique exemple de cette richesse patrimoniale de la France. Et puis aussi, au-delà de toutes ces valeurs dont on parle beaucoup, liberté, égalité, fraternité, quelque chose qui vient du cœur. Ce qui vient du cœur, c'est l'amour du pays, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour de la France. Je suis persuadé que si on réconcilie les Français les uns avec les autres, ils peuvent retrouver, et je n'hésite pas à le dire, l'optimisme et le bonheur de vivre ensemble. C'est en tout cas mon objectif. Bonjour. Voilà, les questions que j'avais à vous poser sont davantage des questions sur la ruralité que la chasse et la pêche. Mais comme la chasse et la pêche font partie de la ruralité, évidemment, elles sont incluses dans ces questions-là. Bon, nous avons, sur le département de la Dordogne, nous sommes deux à représenter le groupe CPNT, donc, nous sommes deux pour la bonne raison que c'est un grand département et qu'on l'a coupé en deux pour plus de facilité. Donc vous aurez mon alter ego cet après-midi, M. Canadas, à Sarlat. Vous entendez bien? Oui, il n'y a pas de problème. Et donc je suis plus chargé de la partie nord. Alors voilà, deux choses l'une. Je vais peut-être vous interpeller sur un petit problème. C'est que la partie nord du département, c'est-à-dire la 3e circonscription en gros, est une partie relativement délaissée. Délaissée alors que nous avons eu des élus, même M. de Saint-Cernin, qui a été élu donc sur le nom-trôné, et depuis qu'il a quitté donc ses fonctions de représentant donc de cette circonscription, eh bien nous avons que de temps en temps des gens qui arrivent et qui sont bien accueillis d'ailleurs, puisque dans les dernières élections municipales, nous avons pu reprendre des communes à des gens qui étaient de la gauche. Voilà, donc, et bien qui sont bien accueillis, mais dont on ne voit pas souvent, ou dont on n'a pas souvent l'appui dans les élections territoriales. Voilà, donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, alors je parle pour, bien sûr, les républicains et les centristes. Je ne parle pas pour les autres, parce que les autres, ils sont installés dedans depuis assez longtemps, et eux, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, la deuxième chose aussi, c'est un problème que nous avons, et je voudrais avoir votre avis, sur les énergies renouvelables, notamment dans le nord du département, où nous avons en ce moment un impact de l'éolien industriel
relativement important. On parlait de tourisme tout à l'heure, vous en avez parlé, et justement, il y a un peu une opposition, j'allais dire, entre le développement touristique sur le nord du département et notamment sur la forêt de la Double, qui est en limite avec la Gironde d'ailleurs, avec des sociétés qui font le forcing auprès, bien sûr, des élus locaux pour implanter des éoliennes. Notamment, nous aurions, si les projets se réalisent, on aurait le privilège d'avoir les plus hautes éoliennes de France. 182 mètres quand même au sommet des Palmes. Donc c'est un problème, parce que c'est un problème pour la chasse aussi, puisque nous sommes dans un couloir migratoire, et que nous savons que les éoliennes, bien que ce ne soit pas reconnu en France, ont un impact sur la migration. Les Espagnols l'ont constaté, puisqu'ils comptent entre 6 et 18 millions d'oiseaux qui vont au tapis à cause de ces éoliennes-là. C'est des chiffres qui avaient été camouflés par le gouvernement espagnol pendant très longtemps et qui viennent de sortir en 2015. On a un dossier qui a été fait là-dessus. Voilà. Ensuite, voilà en gros, moi, ce dont je voulais vous parler. Ensuite, il y a bien sûr l'agriculture. L'agriculture, alors, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je crois que l'agriculture peut présenter un atout, puisque nous savons que l'emploi est important, et que l'agriculture peut présenter un atout, à partir du moment où j'ai rencontré d'ailleurs plusieurs exploitants agricoles, qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien employer des gens, sauf que, dans le contexte actuel, avec les charges, bien sûr, et les salaires, il aurait été difficile pour eux, justement, de pouvoir employer ces personnes-là. Je pense que, comme pour d'autres d'ailleurs, d'autres métiers, d'autres courants d'emploi, je pense qu'on pourrait peut-être mettre au point, ils sont prêts à payer les salaires, mais ils voudraient être exemptés des charges, ce qui représenterait pour l'État quand même quelque chose d'important, puisque, à partir du moment où l'État paie les gens qui sont au chômage, il doit assurer aussi les charges. Il n'aurait plus que les charges à prendre en compte, puisque les salaires, sur les durées de 3 ans, bien sûr, ce ne serait pas quelque chose. Voilà, en gros, ce dont je voulais vous parler. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord, avant de vous répondre, saluer la présence à mes côtés. Je ne l'ai pas fait en commençant, parce que je me suis lancé tout de suite dans le vif du sujet. Saluer la présence à mes côtés d'Hervé Mariton. Je le remercie d'être là. Je le remercie bien sûr du soutien qu'il m'apporte. Nous avons sur un certain nombre de points de divergence que nous assumons totalement, mais nous avons la même vision de la France et nous partageons le même socle de convictions et de valeurs, et sa présence pour moi est un atout très important. Alors, la chasse, et puis au-delà de la chasse, vous avez élargi le débat et vous avez eu raison. Je voudrais simplement vous dire ma vision de la chasse. Je ne chasse pas moi-même, mais je suis assez grand amateur de palombière. Cette année, malheureusement, je n'ai pas pu aller à l'invitation de mon meilleur ami qui m'invite toujours du côté de Captieux. J'y passe toujours des moments extrêmement agréables. Et je mesure bien l'importance de la chasse dans notre pays, parce que c'est d'abord, je parlais de culture tout à l'heure, de tradition, ce sont nos racines. C'est une activité en France qui est populaire, qui permet le mélange des classes sociales, le mélange des ruraux et des urbains. Il y a des urbains ou presque maintenant qui chassent. C'est une activité qui a un potentiel économique non négligeable, en particulier en matière d'emploi. Et puis c'est surtout un outil de veille écologique et sanitaire irremplaçable. Parce que opposer chasse et écologie est une absurdité. Vous êtes les meilleurs gardiens des équilibres naturels et de la protection de l'environnement. Donc j'ai vis-à-vis de la chasse une vision, je le répète, très positive, et c'est pas simplement une déclaration de circonstance. Ici, vous savez que je suis landais, donc les courants migratoires, les couloirs migratoires, pardon, je connais un petit peu la question. Quand j'étais Premier ministre, je m'étais même assis sur une directive européenne concernant une petite bestiole que nous aimons beaucoup dans les Landes. Vous avez deviné de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur la chasse? Vous avez parlé tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une charte
et j'y répondrai bien sûr plus méthodiquement. D'abord, je crois qu'il y a un petit problème, mais vous me démentirez si je me trompe, qui est d'attirer des jeunes vers la chasse, parce que c'est une activité qui vieillit. Je crois que la moyenne d'âge c'est 55 ans, donc il faut, peut-être même au-dessus. Donc il faut attirer des jeunes en facilitant peut-être l'examen et des jeunes femmes aussi. Il y a des femmes. Des femmes, oui, bien sûr. Facilitant l'examen du permis de chasser, faciliter l'accès des jeunes à ce loisir, peut-être par un effort financier. Donc je pense que c'est un premier objectif qu'il faut se fixer. Ensuite, il faut simplifier la réglementation, l'harmoniser. Ça peut varier de département à département, mais on se demande souvent selon quelle logique. Il y a toute la question de la classification entre espèces protégées, espèces chassables, espèces nuisibles, qu'il faut sans doute revoir avec des plans de gestion qui soient plus équilibrés. Ben voilà, je suis très ouvert à la discussion sur ces sujets et Eddie Pugelon sait très bien quelle est ma sensibilité dans ce domaine. Alors vous avez évoqué 3 ou 4 grandes questions. D'abord, le rôle des élus. Eh ben, quand les élus ne vous écoutent pas, il y a une solution assez facile, c'est d'en changer. Et donc, élisez des élus LR, des élus UDI, des élus MoDem, qui, j'en suis sûr, seront plus attentifs à vos préoccupations et plus engagés dans le travail de soutien qu'ils doivent vous apporter. Sur les énergies renouvelables, il faut aller dans le sens du développement des énergies renouvelables. Nous en sommes tous convaincus aujourd'hui. Les énergies fossiles, carbonées, produisent des dégâts qui risquent d'être définitifs, hélas, sur la planète. Il faut absolument arriver à atteindre cet objectif de limitation du réchauffement climatique qui est malheureusement en cours. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Donc il faut une véritable transition énergétique. Cette transition énergétique, c'est d'abord des économies d'énergie. On peut, en changeant nos comportements, consommer beaucoup moins. Je vais raconter une petite anecdote bordelaise, mais elle n'est pas que bordelaise. Il y a un concours qui est encouragé par l'ADEME, qui s'appelle Famille à énergie positive. Donc on met en compétition dans les quartiers des familles en leur disant vous allez économiser votre consommation d'eau et votre consommation d'énergie sans faire des travaux, simplement en changeant vos comportements. La dernière fois que j'ai donné le prix à la première famille qui s'est engagée et qui a gagné le concours, elle avait réduit sa facture d'eau et d'électricité de 25%. 25%. Vous voyez que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut d'abord faire des économies d'énergie. Ça implique évidemment aussi l'amélioration de l'habitat. Je n'ai pas parlé tout à l'heure à propos de la ruralité, de la nécessité aussi d'avoir une politique de rénovation de l'habitat dégradé. Il n'y a pas que dans les quartiers des grandes villes où l'ANRU doit intervenir. Il y a aussi dans l'espace rural un problème de ce côté-là. Alors, donc, économie d'énergie. Ensuite, énergie renouvelable. Alors, l'éolien, c'est votre problème. Il faut y aller avec prudence. J'en suis bien d'accord. Il y a toutes les conséquences que vous évoquez. Il y a aussi le bilan économique de l'éolien qui n'est pas aussi favorable qu'on veut bien le dire. C'est une énergie qui coûte cher. Peut-être faut-il mettre la priorité sur l'éolien offshore, en mer, plutôt que sur le territoire. Et en tout cas, il faut le faire en étroite liaison avec les élus locaux, avec les collectivités locales. Là, vous allez me dire que parfois, elles poussent à la roue parce que derrière, il y a des redevances fiscales ou des recettes. Je crois qu'elles sont aussi préoccupées de l'équilibre des territoires. Ce que vous avez dit mérite d'être pris en considération. Moi, l'énergie renouvelable qu'il faut privilégier aujourd'hui, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie photovoltaïque. Alors ça peut aussi entrer en conflit parfois quand on fait de grandes centrales avec l'espace rural, mais enfin c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est une énergie maintenant qui est compétitive sur le plan des prix. La technologie évolue beaucoup. On va même faire peut-être un jour des routes avec des cellules photovoltaïques, Vinci y travaille, qui permettront de produire de l'énergie. Bref, il faut mettre le paquet sur cette énergie solaire qui est de plus en plus bon marché et qui peut nous apporter beaucoup. Et puis pendant un certain temps, quelques décennies, il faudra bien aussi que le nucléaire continue à nous apporter une part de notre énergie, réaménager, rénover les centrales thermiques, les centrales nucléaires, à condition que ce soit avec le feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire, puisque la sûreté est absolument essentielle. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies renouvelables, et je partage tout à fait votre préoccupation sur l'éolien qu'il faut vraiment encadrer avec beaucoup de vigilance. Enfin, l'agriculture, c'est un atout, je l'ai dit tout à l'heure, un atout pour les territoires, un atout pour la France. N'oublions pas aussi que nous sommes une puissance exportatrice. Il va falloir nourrir 9 milliards d'habitants sur la planète, et on ne peut pas renoncer à ce que la France joue un rôle majeur dans ce domaine. Parce que notre agriculture, elle est diverse. Il y a l'agriculture de proximité, les circuits courts, l'agriculture
l'agriculture biologique, c'est très important, il faut la développer. Et c'est pas ça qui va permettre d'assurer l'avenir de l'agriculture française en général. Il faut aussi garder une agriculture de production qui soit capable d'exporter sur les marchés mondiaux, là où on a besoin de nourrir de vastes populations. Un des handicaps, vous l'avez dit, c'est le coût du travail, le coût de la main-d'œuvre, et je vous rejoins totalement pour dire qu'il faut aller plus loin dans l'allègement des charges. Je fais une proposition très précise et très concrète, qui est parfois contestée, j'y reviendrai, 0 charge patronale sur le SMIC. Parce que c'est l'emploi qualifié aujourd'hui qui peut permettre le maximum de recrutement. Alors on me dit, mais les entreprises qui ont des ingénieurs, des chercheurs avec des salaires élevés, ok, il faut le prendre en compte, et c'est pour ça que je propose aussi de transférer une partie des cotisations d'allocation familiale qui sont payées par les entreprises, assises sur les salaires, sur un autre impôt qui est la TVA, pas populaire. Enfin, je voudrais vous rappeler ce que c'est que la TVA aussi. Moi, je propose un point. Je suis critiqué par des gens qui ont fait voter il y a quelques années une augmentation supérieure à un point. C'est curieux, il y a des gens qui changent rapidement d'avis. Moi, j'essaie de ne pas changer d'avis. Vous voyez de qui je parle peut-être. Enfin, on décodera. Donc je pense que c'est un impôt. D'abord, ne touchera pas au taux réduit et au taux intermédiaire, qui frappe tous les produits de grande consommation, l'alimentation en particulier. Donc ça sera simplement le taux normal de 20%. Et deuxièmement, ça n'aura pas d'incidence sur les prix, parce que dans la situation actuelle, les prix ne bougent pas, donc ça n'amputera pas le pouvoir d'achat. On a vu à l'étranger, quand des réformes de ce type ont été faites, ou même en France en 1995. Et puis enfin, il faut se rappeler ce que c'est que la TVA. La TVA, elle ne frappe pas les produits que nous vendons à l'étranger. Quand on exporte un Airbus, il supporte les charges sociales françaises, mais pas la TVA. Donc on a intérêt à ce qu'il y ait un peu moins de charges et un peu plus de TVA pour le mettre en situation de compétitivité. Et en sens inverse, quand on importe des textiles, par exemple, de Chine, ils n'ont pas les charges sociales françaises, mais ils payent la TVA. Donc s'il y a un peu plus de TVA, un peu moins de charges, ça nous facilite aussi les choses. Les touristes qui viennent en France, ils payent la TVA, ils ne payent pas les charges sociales. Donc on a tout intérêt à aller dans cette direction, et c'est ça qui nous permettra d'aller vers 0 charge patronale sur le SMIC pour favoriser l'emploi. Je crois que c'était un peu le sens de la question que vous m'aviez posée. Voilà la réponse à vos 3 grandes questions sur les élus, les énergies renouvelables et l'agriculture. Je vais rajouter une dernière chose, quand même, parce que j'y tiens. Vous voyez, ça, on me met toujours des pupitres en pente. Donc... Dernière chose, pour bien montrer l'importance que les pouvoirs publics attachent à la chasse et à la pêche aussi, moi je veux un grand ministère de l'agriculture, de la chasse et de la pêche qui regroupe les responsabilités dans ce domaine avec une cohérence et une vision d'ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça tombe bien, cher Alain, comme on est habitué à se rencontrer durant les campagnes dans la région Nouvelle-Aquitaine. Au titre de CPNET, le président de CPNET, je suis là comme je le serai avec l'ensemble des candidats à la primaire. Notre parti n'a pris aucune position, et je ne sais pas s'il prend la position, on verra le retour avec les chartes. Si évidemment il y a quelques candidats qui sont jugés trop bobos écolos, il est probable qu'on prend une position pour éclairer les électeurs. Ah, c'est pas mon cas. Voilà, non, ça va très bien pour l'instant. Je suis écolo, mais pas bobo. Non, ça va, c'est parfait pour moi. Mais je rejoins parfaitement, et c'était juste pour alerter un petit peu. Effectivement, sortir le domaine de la chasse, de l'environnement pour passer à l'agriculture, je me sens aussi environnemental que lié le monde agricole. La problématique, c'est que dans un grand ministère de l'agriculture, il ne faudra pas que la chasse, la pêche, les énergies, les ressources renouvelables soient noyées dans un grand ministère où la personne en question n'assure pas la promotion. Et comme tu viens de le dire, la chasse vieillit, la pêche aussi. On a des difficultés relationnelles avec le monde de l'éducation. La promotion doit être assurée par un ministre ou un secrétaire d'État qui ait cette chose en tête, comme le font les Canadiens, qui le font très bien. Parce que derrière tout ça, ce sont des milliards, ce sont quand même plus de 40 000 emplois. C'est une source non négligeable et c'est de l'entretien. Ce sont des milliers d'heures de bénévolat dans l'entretien de la nature qui aujourd'hui, ma foi, sont nécessaires. Et derrière tout ça, les agriculteurs, on le sait, les relations parfois sont tendues avec le monde sylvicole, avec le monde des grands céréaliers. Il y a besoin d'avoir un maître d'œuvre qui arrive à partager tout ça pour garder une chasse vivante, une pêche vivante. Donc, je compte sur les Républicains, quand ils arriveront au pouvoir, pour mettre une politique de valorisation de cet art qui est la chasse et la pêche. Voilà, donc ça c'est le premier truc sur la chasse, avec des relations avec les Européens aussi, où il faudra
peut-être changer et arriver à secouer un peu le cocotier. On ne peut pas se permettre de dire aux gens aujourd'hui ici en France, vous ne pouvez pas chasser au mois de février, et en Hollande, les mêmes oiseaux, on les détruit, on les gaze. C'est inacceptable. Si on veut que les gens adhèrent à l'esprit européen, et ça doit être juste, ça doit être bien fait, donc un peu de tolérance, on doit arriver avec un bon président de la République à retrouver le chemin du raisonnable et du bon sens paysan qui nous habite. Tout ça pour redire aussi sur la ruralité, je rejoins entièrement ce que tu as dit. Nous avons besoin d'une ruralité vivante. Donc dans cette charte, je t'ai mis plusieurs points, hein, tu as repris presque l'essentiel, hein, la santé, l'éducation, parce qu'on ne peut plus laisser les écoles fermées pour quelques gamins. On a besoin aussi d'un espace rural vivant, on n'a pas besoin de trop de loups, mais on a besoin de bergers. Excusez-moi, j'aime bien les moutons, j'aime bien les bergers, j'aime un peu moins les loups. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi j'ai besoin d'avoir des agriculteurs qui trouvent le chemin du travail, qui soient valorisés. Les circuits courts par exemple, hein, les produits de qualité au travers des circuits courts qui soient réinsérés dans les écoles, qui soient réinsérés dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, en valorisant l'action faite par les bons agriculteurs avec des produits de qualité, qui soient un peu moins importés et soumis à des concurrences déloyales. On voit cette maladie aujourd'hui arriver, on l'a vu dans les vignobles aujourd'hui, on passe à autre chose aujourd'hui, tant mieux. Donc voilà, je considère qu'aujourd'hui, notre apport sera là. CPNT sera présent jusqu'à la présidentielle, accompagnera le candidat à la primaire qui aura été choisi avec ténacité. On l'a toujours fait avec loyauté et tu peux compter sur nous. On sera là, si c'est toi, si c'est un autre, pour que la France change, qu'on enlève ce gouvernement d'incompétents et qu'on retrouve une France qui soit digne, qui soit celle que nous attendons tous. Merci Eddie.